Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. La nouvelle hausse du chômage le mois dernier, assez modérée, avait annoncé Nicolas Sarkozy, plus 0,2%, soit 6200 demandeurs d'emploi de plus dans la catégorie sans activité aucune, mais d'autres catégories augmentent plus fortement. Il y a une semaine, Mohamed Merah ouvrait le feu à l'école juive de Toulouse. Les enquêteurs cherchent à établir le degré d'implication de son frère, mis en examen et incarcéré. On fera le point de l'enquête dans ce journal. Route de campagne, un nouveau rendez-vous que vous propose Public Sénat à votre rencontre partout en France durant cette campagne présidentielle. Première étape tout à l'heure à Rennes, l'université confrontée à la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers. Nous retrouverons sur place Thomas Raguet. Et puis, invité du 19 h, Jeannette Bougrave, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative, dont les propos sont toujours très attendus sur l'immigration ou encore l'islamisme, bien sûr, dans le contexte de l'après-Toulouse. Mais d'abord donc l'augmentation continue du chômage pour le 10e mois de suite avec un nouveau palier atteint le mois dernier. Le point sur les derniers chiffres du ministère du Travail qui amène le Parti socialiste à relancer les hostilités sur l'un des aspects du bilan du quinquennat. François Goulin. Plus 0,2%. Le nombre des demandeurs d'emploi est toujours en hausse, mais dans ce chiffre, Nicolas Sarkozy veut y voir une baisse, celle d'une moindre augmentation du nombre de chômeurs. En février, ils étaient pourtant 20 400 personnes de plus à chercher un emploi par rapport à janvier. Ce sont les derniers chiffres concernant l'emploi avant le premier tour. Et pour le Parti socialiste, ils sont le reflet de l'échec du président sortant. Le chômage, c'est le naufrage de Nicolas Sarkozy. Il a précipité des millions de familles françaises dans ou la précarité, ou le sous-emploi, ou le chômage. C'est son bilan. Entre l'opposition et le gouvernement, impossible de s'accorder sur les chiffres. Le PS parle d'1 million de chômeurs en plus depuis 2007. Le gouvernement, lui, avance le chiffre de 420 000, rapport de l'INSEE à l'appui. Mais l'Institut et les économistes ont fait leurs calculs. Le nombre de chômeurs aujourd'hui à 4,2 millions, soit 9,8% de la population, devrait encore augmenter et passer la barre symbolique des 10% au milieu de l'année 2012. On est encore dans une très forte dégradation du marché du travail. Qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura demain des destructions d'emplois et une augmentation du chômage. Et que la fin de la progression du chômage n'est pas pour aujourd'hui et n'est pas non plus pour demain, elle est reportée, selon nous, jusqu'à 2013. Seule bonne nouvelle donc, l'activité économique qui ne sera pas si mauvaise que prévu, avec plus 0,2% de croissance. Mais le chômage, lui, reste la priorité absolue des Français pour une écrasante majorité d'entre eux, selon les derniers sondages. Et plus de 7 Français sur 10, 73% exactement, se disent prêts à travailler plus pour sauver leur emploi, selon un sondage Opinionway. Les zones d'ombre restent nombreuses dans l'enquête qui ne fait que commencer, reconnaît Frédéric Pechnard, le directeur général de la police nationale. Abdelkader Merah, qui réfute toutes les accusations, est officiellement soupçonné de complicité d'assassinat dans les 3 tueries commises par son frère salafiste radical. Il est incarcéré en quartier d'isolement à la prison de Fresnes, près de Paris, mais quelle est la nature de cette complicité? Le point avec l'enquête de Joachim Robe. Abdelkader Merah s'apprête à passer sa 2e nuit à la maison d'arrêt de Fresnes, où il a été placé à l'isolement. Mis en examen hier, après 4 jours de garde à vue, il risque désormais la prison à perpétuité. Chef d'accusation, complicité d'assassinat, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes, ainsi que le vol en réunion du scooter utilisé lors des meurtres. Car Abdelkader Merah l'a avoué aux enquêteurs, il était présent lors du vol de ce scooter. C'est lui aussi qui aurait acheté les casques ainsi que divers équipements utilisés par Mohamed Merah lors de ses équipées sanglantes. Cette aide logistique, Abdelkader Merah l'a-t-il apportée en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que son frère commettait des assassinats? C'est ce que semblent penser les enquêteurs, car les frères Merah ont eu des contacts fréquents pendant les 8 jours sanglants. Ils auraient aussi dîné ensemble pendant plus de 3 heures, la veille de la tuerie à l'école aux Aratora. Autre point qui intrigue les enquêteurs, les nombreux voyages d'Abdelkader Merah en Égypte, officiellement pour apprendre l'arabe littéraire, autant de zones d'ombre que devront dissiper
les 4 juges antiterroristes qui coordonnent les investigations. Et la famille de Mohamed Merah se dit partagée sur le lieu de son inhumation. Sa mère souhaite qu'il soit enterré en Algérie, dit-elle, pour éviter que sa tombe soit saccagée. Si les obsèques ont lieu en France, le Conseil français du culte musulman les souhaite anonymes. Tous les services de renseignement sont sur les dents, déclare Nicolas Sarkozy. Il affiche par ailleurs sa fermeté en interdisant la venue en France d'un prédicateur du Qatar, Youssef Al-Qaradawi, qui devait participer à une réunion de l'Union des organisations islamiques de France. Un religieux qui prône le djihad et professe des idées antisémites. De son côté, la gauche n'entend pas se laisser déborder sur le thème de la sécurité. Elle dénonce les failles des services de surveillance et mobilise ses parlementaires, comme on pourra le vérifier dès demain. Elisa Bertolomé. Dans la riposte socialiste, le Sénat sera en première ligne. Demain matin, le groupe PS mettra en place sa stratégie de réplique au gouvernement. L'état de la législation sera passé au peigne fin. La Commission pour le contrôle de l'application des lois fournira un diagnostic sur l'état et l'efficacité des lois antiterroristes en France. Dès la semaine prochaine, j'engage avec la Commission de contrôle de l'application des lois un certain nombre d'auditions de responsables chargés de cette lutte, mais aussi d'experts, de praticiens qui vont nous permettre d'arriver le plus rapidement possible à un rapport, à un document qui servira de base. Pas de déclaration polémique, mais la mise en œuvre d'une procédure parlementaire classique. Parallèlement, le PS veut lever le doute sur les éventuelles défaillances dans l'enquête menée à Toulouse par la DCRI. François Rebsamen, président du groupe au Sénat, souhaite entendre les principaux responsables policiers. C'est en tout cas ce que fera la délégation parlementaire au renseignement dans les prochains jours. 4 députés et 4 sénateurs issus de l'UMP et du PS vont auditionner à huis clos des responsables du renseignement intérieur. Invité du 19h, Jeannette Bougrab est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative. D'abord, est-ce que l'après-Toulouse, avec les débats, les polémiques qu'il suscite, vous inquiète-t-il ? Moi, je trouve que l'attitude du PS est regrettable, de remettre en cause, en tout cas, le travail exemplaire qui a été fait par les services de l'État, que ce soit évidemment la police ou les services, et que je trouve que l'instrumentalisation qui en est faite est indigne. Voilà, est indigne parce que ça évite de parler du vrai sujet, qui est celui, en tout cas, de la montée d'un obscurantisme, la montée, en tout cas, d'un intégrisme islamiste en France. Voilà, je trouve on va en parler, mais pour vous, l'instrumentalisation n'est le fait que d'un seul camp. Ah oui, mais je trouve quand même indécent. Indécent, ce sont des hommes du RAID qui ont risqué leur vie, et aujourd'hui on leur explique qu'ils ont mal fait leur travail, qu'ils auraient pu mal faire leur travail, mais je trouve ça indécent. Vous avez remarqué, Jeannette Bougrab, que la polémique, en tous les cas le débat, s'est quand même déplacé. On parle moins des hommes du RAID. L'hommage leur est rendu par toute la nation que sur les failles des services de renseignement. C'est différent. C'est en tout cas la moindre des choses que de leur rendre hommage. Et moi, je regrette un peu parce que la gauche est responsable de cet aveuglement de voir en France une montée des communautarismes, d'un différentialisme. Et elle est coupable, en tout cas, depuis la fin des années 80 avec les premières affaires de voile. La gauche a refusé de voter la loi sur la burqa. La gauche nous stigmatise systématiquement quand on pointe du doigt, en tout cas, cette montée qui est dangereuse et qui n'est pas uniquement propre à la France, parce que, comme je le rappelais, il y a quelques années, Theo van Gogh a été assassiné aux Pays-Bas en pleine rue parce qu'il avait fait un film dénonçant le traitement inhumain dont sont victimes les femmes en Afghanistan. Donc, moi, cette manière de voir un peu les choses ou d'oublier les attentats de Madrid, de Londres ou encore les attentats qui ont touché Paris, voilà, moi je les trouve irresponsable. Et alors, qu'est-ce que vous dites de Marine Le Pen, qui, elle, ouvertement fait de la récupération ? Écoutez, moi, sincèrement, vous connaissez mes combats qui sont ceux de la laïcité. C'est la question, et c'est une sorte de chez moi je l'ai fait dans toutes mes fonctions. Je n'ai jamais entendu le Front National soutenir, par exemple, la crèche Babylou à Chanteloup-Léving. J'ai pas entendu le Front National dénoncer les violences dont sont victimes les femmes, y compris sur le territoire européen. Quand on parle de crimes d'honneur, quand on parle, alors, qui ont d'honneur en fait que le nom, parce que asperger une femme d'acide, je vois pas en quoi ça a d'honorable. Moi, je regrette un peu qu'effectivement, ça soit uniquement utilisé pour faire naître des peurs chez
chez les Françaises et les Français pour voter pour des extrêmes. C'est un sujet important, fondamental, et d'être aveuglé parce qu'on estime, voilà, une forme d'angélisme de la gauche et de chimère chez l'extrême droite. Voilà, moi, j'ai pas Marine Le Pen a fait le lien en termes très virulents entre immigration et terrorisme islamique. Pour elle, Mohamed Merah est la partie émergée de l'iceberg. Que répondez-vous? Est-ce que vous partagez cette vision? Mohamed Merah est français. Voilà, Mohamed Merah est français. Il a la nationalité française. En plus, vous avez évoqué dans votre reportage le fait que sa mère voulait qu'il soit enterré en Algérie. Mais j'ai cru comprendre que les autorités algériennes n'étaient pas très favorables à le voir venir sur son territoire. Lui-même, paraît-il, avait laissé entendre qu'il souhaitait être enterré en France. Donc, on est dans une situation où, quelque part, c'est l'échec d'un modèle d'intégration à la française. Mais ce n'est pas un problème d'immigration, c'est d'abord un Français qui est devenu dingue, qui est un Français qui était en marge, en échec scolaire, qui a été d'actes de délinquance en délinquance, condamné 10 fois en tant que mineur, mais c'est pas vu. Moi, pour moi, c'est un problème d'un Français qu'on n'a pas su identifier. Un journal a utilisé l'expression un monstre français. Est-ce que les tueries dont il est le responsable nous apprennent quelque chose de la société dans laquelle nous vivons? La monstruosité, la barbarie, je crois qu'on n'apprend jamais de ces actes-là. Il n'y a rien à apprendre de ces actes-là. Voilà. Et moi, je vais vous dire, j'ai été bouleversée en fait dès les premiers crimes de Mohamed Merah quand ça a été des militaires qui revenaient d'Afghanistan. Vous comprenez, moi, mon frère est militaire et c'est un grand garçon de 35 ans, basané et qui aurait pu lui-même être tombé sous les balles de Mohamed Merah parce qu'en fait, on aurait considéré qu'il trahissait quelque chose. Voilà. Et on est encore bouleversé et marqué, et la France ne sera jamais plus la même après ces crimes odieux de militaires, de soldats qui risquent leur vie et de ces enfants innocents qui sont morts devant cette école. Alors en tous les cas, vous accusez la gauche de récupération. Néanmoins, on entend aujourd'hui le chef de l'État dire qu'il va falloir une surveillance accrue de certains militants islamiques dans notre pays. C'est bien que les choses ne sont pas parfaites en l'espèce. Si elles ne sont pas, pour moi, je pense que les propositions qui ont été faites par le chef de l'État, et notamment de faire un parallèle avec la législation, avec la pédophilie, c'est-à-dire notamment sur l'accès aux sites qui incitent à la haine, des sites terroristes, parce que je rappelle que ce monstre, parce qu'il faut appeler cet individu un monstre, regardait des sites où il y avait des décapitations, et il faut avoir un ancrage, en tout cas la possibilité d'une saisine juridique pour pouvoir le condamner. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et les propositions qui sont faites par Nicolas Sarkozy, qui seront présentées en Conseil des ministres, sont efficaces. Et moi, je trouve un peu douteux quand même que certaines organisations sont venues contester la pertinence de ces dispositions, alors qu'elles existent pour les crimes pédophiles. Voilà. Alors, en tous les cas, elles feront l'objet d'un débat parlementaire dans les semaines et les mois qui viennent. Le chef de l'État a interdit aujourd'hui la venue du prédicateur Youssef Al-Qaradawi, qui était invité par l'Union des organisations islamiques de France. On a découvert que ce personnage prônait le djihad et il tenait des propos antisémites. Pourtant, il est déjà venu en France, je crois, il y a une dizaine d'années. Est-ce que c'est l'UOIF qu'il faut interdire carrément pour non-compatibilité avec l'idéal républicain? Je vous rappelle que juste l'UOIF est au CFCM. Moi, je regrette l'invitation qui leur a été faite. Oui. Je pense que ce genre de personne n'a pas sa place sur le territoire national. Et c'est valable également pour les imams qui sont en France et qui tiennent des propos qui portent atteinte à l'intégrité du corps de la femme. Et je pense notamment à cet imam tunisien que Claude Guéant a eu le courage, en tout cas, d'expulser, parce qu'on ne peut pas accepter sur notre territoire, au nom d'une prétendue religion, d'une pratique religieuse, de tels propos antisémites qui portent atteinte à l'intégrité du corps de la femme ou la dignité. Voilà. Il ne faut pas faire de compromis, on n'a pas à avoir d'état d'âme, pardonnez-moi cette expression. L'islamisme modéré. Oui, je crois que l'avoir utilisé. Je crois que, hélas, je me suis guère trompée, il n'y a pas d'islamisme modéré, il n'y a pas de charia light, et ceux qui éventuellement qui m'ont condamné quand j'ai tenu ces propos, eh bien j'espère qu'aujourd'hui ils comprennent pourquoi j'ai pu dire de tels propos. Mais voilà. Selon vous, donc l'Union des organismes islamiques de France est condamnable, irresponsable? Elle est irresponsable d'avoir proposé en fait la venue de prédicateurs qui font de telles déclarations. C'est inacceptable, c'est irresponsable. Elle ne se situe pas dans l'idéal républicain.
Je peux m'interroger dessus, mais je regrette aussi que, voilà, moi je pense qu'il faut discuter l'UEF et puis voilà, que la plupart sont des gens extrêmement tolérants, mais il n'est pas acceptable, en tout cas, de faire venir sur le territoire national. Et je dis ceux qui sont déjà sur le territoire national, je pense qu'ils ils devraient faire attention. Voilà. Vous avez évoqué votre frère, donc, qui est militaire. Oui. Si je vous dis, Jeannette Bougrab, que vous êtes une musulmane d'apparence, comment est-ce que vous réagissez? Écoutez, ces termes étaient également utilisés ce soir par Olivier Roy dans une tribune dans Le Monde, peut-être que vous avez lu, et je sais que vous faites référence aux propos du chef de l'État. Oui, qui soulève la polémique. Par exemple, le Parti communiste français considère que c'est une expression clairement raciste. Il évoquait donc des parachutistes qui ont été abattus. Je trouve que alors là, ça montre bien l'absurdité ou j'ose dire peut-être, alors peut-être que c'est un peu provoquant, la bêtise, parce qu'en réalité, si ces soldats aussi étaient attaqués, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, voilà. C'est parce que quelque part leur faciès et ses pensées, de toute façon ils sont leur famille est d'origine maghrébine, donc il n'y a pas de, enfin sincèrement polémiquer sur ça, c'est tellement ridicule compte tenu du drame que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre, voilà. Jeannette Bougrab, on va rester avec nous parce qu'on va évoquer maintenant le cas des étudiants étrangers dans notre pays. Ils sont victimes à leur manière d'une politique d'immigration plus restrictive, même corrigée récemment. La circulaire Guéant reste en effet contestée. On en parle dans notre premier rendez-vous donc de route de campagne, rendez-vous de Public Sénat durant toute la campagne. Première étape à Rennes, avec donc d'abord ce reportage de Thomas Raguet. Charles vient du Burkina Faso. Étudiant en informatique à l'ISTIC de Rennes, il est actuellement en stage de fin d'études. Aujourd'hui, il est venu faire le point sur sa situation avec le directeur de l'école. Son titre de séjour d'étudiant arrive à échéance en septembre. Avec la nouvelle mouture de la circulaire Guéant, il pourra rester 6 mois en France pour acquérir une expérience professionnelle. Il aurait préféré plus. 6 mois de pratique, c'est pas suffisant pour acquérir cette expérience qu'il faudrait pour pouvoir faire quelque chose d'utile quand je vais retourner chez moi. Après, plus tard, mon projet professionnel, c'est de faire d'ouvrir une boîte de consulting chez moi. Donc, au Burkina Faso. Oui, au Burkina Faso. Comme lui, d'autres étudiants auraient aimé travailler en France après leurs études. Une option devenue un parcours du combattant, soumise au bon vouloir des préfectures. Les étudiants qui sont en France depuis 3, 4, 5 ans, ils sont en Master 2. Et tout d'un coup, vous recevez un document, j'en ai vu, où il y a vraiment une date. On vous dit, ben voilà, à l'époque c'était en septembre, donc en février 2012, vous devrez avoir quitté le territoire. Et ces étudiants-là, on ne les a jamais revus. Pourtant, ces étudiants sont prisés par les entreprises locales, notamment dans les hautes technologies, car la main-d'œuvre qualifiée y est très demandée. En France, 40 000 postes par an sont à pourvoir dans le secteur informatique et seulement 18 000 étudiants sortent des écoles. Ça pose plus de problèmes que ça en résout, puisqu'on a un manque d'étudiants français qui sont en capacité à pourvoir ces postes, mais on est incapable finalement d'accepter ces étudiants étrangers. Des étudiants étrangers qui risquent au final de quitter le territoire qui les a formés pour faire profiter d'autres pays de leurs compétences. Voilà, et on retrouve en direct Thomas Raguet qui est à Rennes. Alors les universitaires, les chefs d'entreprise et les étudiants que vous avez rencontrés, Thomas, sont sur la même ligne par rapport à cette fameuse circulaire Guéant critique. Oui, tout à fait. Vous savez, à Rennes, il y a beaucoup d'étudiants. Rennes, c'est la 8e ville universitaire. Ils sont près de 60 000 à vivre ici. Et ils sont parmi eux 10% d'étudiants étrangers. Alors tous ne sont pas concernés par la circulaire. Certains viennent de l'Union européenne. Malgré tout, il y en a beaucoup qui vont arriver en fin de cursus et qui vont se retrouver sans titre de séjour. C'était le cas du jeune étudiant que vous avez vu dans le reportage. Alors, le sentiment qui prédomine chez les uns, chez les autres, c'est un petit peu un sentiment de gâchis. On nous dit la France a investi dans les études de ses étudiants et ne va pas leur laisser la possibilité de faire profiter l'économie française de ce qu'ils auront appris ici. Et certains sont désireux de partir, de quitter le pays. Par exemple, Charles nous parlait de partir en Allemagne s'il n'arrive pas à trouver de travail ici. Alors vous dire si cette question de la circulaire Guéant et de ses conséquences va avoir une influence sur le vote des uns et des autres, c'est sûrement un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que le corps enseignant prend très à cœur cette question, car la conférence des présidents d'université vient d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle. Et parmi les points abordés, il y a notamment la place des étudiants étrangers en France.
Merci Thomas Raguet. Alors, votre réaction, Jeannette Bougrab, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des maladresses qui débouchent aujourd'hui sur un gâchis dont pâtit non seulement l'économie nationale, mais les étudiants qui nous ont fait confiance pour se former? Alors, d'abord, il faut, comme vous l'avez dit, la circulaire a été reprise en commun avec Claude Guéant, Laurent Wauquiez, pour notamment corriger les éventuelles ambiguïtés qu'il pouvait y avoir. La deuxième chose, c'est qu'on a demandé au préfet, et moi je tiens quand même à rendre hommage au préfet qui incarne l'intérêt général, qui incarne l'État, et quand j'entends dire au bon vouloir des préfets, j'ai l'impression qu'on dise à l'arbitraire des préfets, et ça c'est grave. Les préfets suivent les instructions, les circulaires qui leur sont données, et ils le font en toute impartialité. Donc moi j'aimerais quand même redire un petit peu les choses. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est un peu, il faut arrêter la caricature en tout cas de cette circulaire. En tout cas sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors on a touché concrètement du doigt la réalité. Oui. La réalité avec un cas, la seule chose c'est que depuis en 5 ans, ça on oublie de le dire, mais le nombre d'étudiants étrangers a augmenté. Voilà, donc l'entrée sur le territoire n'a pas baissé d'étudiants étrangers. Ce qui pose la question, c'est l'après-études. Donc je rappelle que c'est pas tout à fait la même procédure. On a autorisé des gens à rentrer sur le territoire, des jeunes, pour faire des études qui sont souvent gratuites, puisque l'université, notamment pour les étudiants boursiers, est gratuite. Et pour se former un peu plus après au sein de l'entreprise. Non, je suis d'accord, mais la seule chose, c'est quand le contrat, c'est vous rentrez sur le territoire pour faire des études. Le contrat, c'est pas... Je vous rappelle qu'il y a des procédures sur l'entrée sur le territoire et je trouve fondamentalement et un petit peu injuste et trompeur la caricature qui est faite de cette circulaire. Voilà. Merci Jeannette Bougrab d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans l'actualité également, aujourd'hui le pape Benoît XVI qui a quitté tout à l'heure le Mexique pour Cuba. Il avait auparavant invité les catholiques mexicains à s'engager dans la société alors que la laïcité là-bas également est un thème brûlant de la vie politique. L'opposition cubaine, notons-le, dénonce ce soir 150 arrestations de dissidents juste avant l'arrivée du pape à la Havane, à Cuba. Benoît XVI entend renforcer le rôle de l'Église, notamment, bien sûr, face au régime. Dans l'actualité aussi, les télégrammes de félicitations signés de tous les responsables politiques français, quelle que soit leur tendance. Ils se sont multipliés après la transition démocratique au Sénégal. Le président Wade a donc reconnu sa défaite face à son ancien Premier ministre qui a su rassembler l'opposition. Macky Sall, Flora Sauvage. C'est une victoire pour la démocratie, 4 jours après le coup d'État militaire au Mali, pays voisin. Après les violences meurtrières de février dues à la candidature d'Abdoulaye Wade qui visait un 3e mandat à la tête du Sénégal, c'est son dauphin Macky Sall qui devient le président du pays. On pensait que le sang allait couler, il y aurait des émeutes de ci et de par là, mais bon, avec l'aide de Dieu, tout est passé à merveille. Le Sénégal n'appartient pas à une seule personne, ça appartient aux Sénégalais. On a de l'espoir. S'il déçoit les gens, on va lui foutre d'or. Plusieurs fois ministre, puis Premier ministre d'Abdoulaye Wade, Macky Sall a terrassé son maître dans les urnes. Ingénieur de formation, il s'est opposé à Abdoulaye Wade quand il a voulu positionner son fils comme dauphin. Il a bénéficié du soutien unanime des 12 candidats éliminés au premier tour de l'élection. Comme je l'ai dit tout au long de cette campagne du second tour, et je le réaffirme ici solennellement, je compte gouverner avec tous les alliés. Avant même l'annonce des résultats officiels, Abdoulaye Wade a salué la victoire de son rival. Après 12 ans de présidence Wade, Macky Sall hérite d'un pays où plus de 800 000 Sénégalais sont menacés de famine. Bonsoir Pierre Cheruot. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction de SletAfrique.com qui suit de très près toute l'actualité du continent noir et qui sort d'ailleurs régulièrement quelques informations. Une transition qui n'était pas évidente au Sénégal il y a quelques mois encore quand Wade s'accrochait manifestement au pouvoir. Oui, tout à fait. Même il y a encore quelques semaines, un certain nombre de journaux occidentaux avaient titré sur Wade président à vie, puisque beaucoup d'observateurs pensaient que Wade se ferait élire dès le premier tour, puisque même ses partisans avaient annoncé une victoire avec 53% des suffrages. Donc l'inquiétude était très forte, d'autant qu'un certain nombre de leaders de poids, tels Youssou N'Dour, n'avaient pas été autorisés à se présenter. Donc la démocratie sénégalaise, qui est un modèle pour l'Afrique francophone, paraissait menacée. Et donc aujourd'hui, on se félicite évidemment partout qu'elle donne un exemple. Mais ça n'a pas été simple. Qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans ce scrutin ?
Ce qui a été déterminant, c'est la lassitude par rapport au président Wade, qui est au pouvoir depuis 12 ans. 83 ans. Voilà, qui a un bilan qui est mitigé. Alors c'est vrai qu'il y a eu des constructions, mais en même temps, les disparités économico-sociales se sont accentuées. Et surtout, même chez ses partisans, qui sont nombreux, il y avait le sentiment qu'il était incapable d'effectuer un nouveau septennat, qu'il était trop fatigué pour effectuer un nouveau septennat, et puis aussi que d'un point de vue constitutionnel, il ne pouvait pas, puisqu'il avait déjà effectué 2 mandats consécutifs. Ce qui a été déterminant, c'est le rôle de la société civile qui a montré sa détermination et qui a empêché toute fraude. Parce qu'on a bien vu que dès le soir du premier tour, un peu comme en Occident, au fond, on avait très rapidement les résultats bureau de vote par bureau de vote, parce qu'il existe maintenant au Sénégal énormément de télévisions privées, de radios privées qui donnent les résultats dans chaque bureau de vote. Il y a aussi les jeunes Sénégalais sur Twitter et sur Facebook qui ont joué un rôle très important. Donc et là, lors du deuxième tour, on peut dire que Macky Sall a obtenu près de 70% des suffrages. Donc pour Abdoulaye Wade dire qu'il avait remporté l'élection, ça aurait été quand même très compliqué. Alors les attentes donc sont immenses avec ce score que vous annoncez, et pourtant les problèmes du pays sont extrêmement difficiles. On a l'impression qu'ils sont parfois insurmontables en matière de pauvreté, notamment de corruption encore, même de famine, avec des régions qui souffrent terriblement à cause de la sécheresse. C'est vrai qu'entre l'image qu'on a souvent en Occident du Sénégal, qui serait parmi les pays d'Afrique les plus prospères, et la réalité, il y a une très grande différence, parce que Dakar sert un peu de vitrine, de façade. Il y a des quartiers très prospères à Dakar, quartier des Almadies par exemple, où toute une bourgeoisie s'est développée au cours des dernières années, mais dès qu'on va dans les campagnes, on découvre une pauvreté qui est quand même terrible. La moitié de la population est sous le seuil de pauvreté. Tout à fait, on l'oublie très souvent, et notamment les campagnes sont très pauvres, ce qui explique qu'il y a un exode rural très important et que la ville de Dakar soit de plus en plus peuplée. Et qu'est-ce que cela peut changer dans les relations du pays avec la France ? On sent très bien que ces dernières années, la France était lassée du règne du président Wade, parce qu'il y a eu un certain nombre de fonds publics qui s'étaient évaporés, pour employer une expression locale. Et c'est vrai que le fait que le président ait utilisé un certain nombre de fonds publics, ou par exemple inciter des dirigeants de confréries musulmanes à appeler à voter pour lui, ça avait suscité un certain malaise. Et il y a un certain nombre de bailleurs de fonds, pas simplement la France, qui ont envie de travailler avec le Sénégal, mais qui souhaitent une gestion plus rigoureuse. D'accord, donc l'aide sera bien sûr toujours bienvenue et peut-être arrivera plus facilement alors. Oui, en tout cas, si Wade avait réalisé un coup de force, les Américains, les Français, les Européens avaient laissé entendre que l'aide serait limitée, ce qui risque d'arriver au Mali. Mais il faut quand même dire avant tout que c'est une bonne nouvelle, parce que ça montre que la démocratie peut s'ancrer en Afrique francophone. Ces derniers temps, il y a eu des mauvaises nouvelles, notamment la démocratie malienne, qui était aussi un modèle, le coup d'État la semaine dernière. On voit que le Sénégal reste quand même un pays qui est en avance, qui a connu 2 alternances, qui n'a jamais connu de coup d'État. Donc il faut saluer quand même cette réalité sénégalaise. Merci beaucoup. Vous parlez du coup d'État de la semaine dernière avec l'arrivée de la junte au Mali, un coup d'État qui est condamné à l'instant par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une condamnation ferme, apprend-on, à New York ce soir. Merci à vous. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal de Public Sénat. À suivre tout de suite sur LCP Assemblée Nationale, le Bondi Blog Café. Bonsoir. À demain dès 18h pour Preuve par 3. Demain, Nicolas Dupont-Aignan. Je me suis opposée parce que je n'ai pas de raison de prendre des médicaments. J'ai un Dieu tout-puissant qui m'a délivré, guéri de toute maladie, de toute infirmité. Bon, donc là, on n'a pas bien le choix. Il faut instaurer un traitement qui passera par une hospitalisation. Comment soigner des personnes qui ne se sentent pas en danger et qui menacent parfois autrui? Allongez-vous, tranquille. Ce documentaire donne la parole avec pudeur à des familles confrontées à l'hospitalisation sous contrainte. Il est très inquiet, votre papa, pour vous. La première fois, vous n'aviez pas été très gentil avec votre papa. Soigner d'office,
ce soir à 22h30 sur Public Sénat.